Bonjour, c'est votre veille hebdomadaire en pelvipérinéologie du 22 février 2026, proposée par Erwan Lerumeur, kinésithérapeute à Paris, émission d'information scientifique. Ce contenu est informatif, il ne remplace pas un avis médical individualisé. Cette semaine, notre veille a remonté 55 articles. Voici notre sélection. Vous trouverez la liste complète en description. Axe principal, douleur, retentissement fonctionnel et décisions pratiques en équipe, médecins, sages-femmes, kinésithérapeutes, infirmières et infirmiers, psychologues, radiologues, selon les situations. Pourquoi ce numéro est atypique? Habituellement, on sélectionne une quinzaine d'articles. Ici, la sélection exploitable est courte. Donc, je fais l'inverse. Moins d'articles, plus de cliniques. On va utiliser ces travaux comme point d'appui pour structurer une approche concrète autour d'un enjeu fréquent, la douleur anorectale et pelvienne, souvent intriquée avec l'incontinence, les troubles de la défécation et les symptômes urinaires. À la une, douleur anorectale, clarifier le diagnostic, éviter l'errance. Rao et collègues, revue dans Gastroenterology sur les troubles anorectaux. C'est une revue. Le niveau de preuve est limité, mais l'intérêt est très pratique. Remettre de l'ordre dans les diagnostics et dans la stratégie d'évaluation. 4 briques se mélangent souvent en consultation. L'incontinence fécale, la douleur anorectale, la dysynergie défécatoire et les troubles de la sensibilité rectale. Point douleur. L'article distingue deux cadres qu'on confond encore trop souvent. D'abord, la proctalgie fugace. Douleur brève, en secondes à minutes, parfois très intense, puis disparition. Ensuite, le syndrome de l'élévateur de l'anus. Douleur prolongée, au-delà de 30 minutes, avec sensibilité du puborectalis ou de l'élévateur à la palpation. Pourquoi c'est crucial? Parce que la trajectoire et la prise en charge ne sont pas les mêmes. Pour la proctalgie fugace, le cœur du travail est souvent la réassurance, l'identification des déclencheurs, le relâchement, et la prévention de la peur du symptôme. Pour le syndrome de l'élévateur, on bascule plus vite vers une logique myofaciale et contrôle moteur, avec biofeedback, travail de relâchement et discussion de neuromodulation dans des cas sélectionnés. Message simple, utilisable dès la première consultation. Pose une question. Votre douleur dure plutôt quelques secondes ou plutôt des dizaines de minutes? Évaluation. Une boîte à outils graduée. On part de l'histoire, de l'examen, du toucher, du tonus, de la reproduction de la douleur et de la recherche d'une cause locale, par exemple fissure, abcès, hémorroïdes compliqués. On recherche aussi des éléments neurologiques ou projetés. Puis, selon le profil, on discute d'examens ciblés. Manométrie anorectale, test d'expulsion du ballon, échographie anale, IRM, défécographie et plus rarement test neurophysiologique. Pour toutes les équipes, l'idée est de savoir quand monter d'un cran. Si la douleur est atypique, nocturne, progressive, associée à fièvre, amaigrissement, rectoragie inhabituelle, immunodépression ou signes neurologiques. Ce ne sont pas des signaux à banaliser. L'orientation médicale prime. Pour la pratique, une trame de prise en charge douleur simple et actionnable. Étape 1. Classer le tableau en 3 familles. Famille A, douleur brève, paroxystique, sans signe local majeur. Famille B, douleur prolongée, reproductible à la palpation, contexte de tension périnéale. Famille C, douleur avec symptômes associés dominants, incontinence, constipation obstructive, symptômes urinaires, dyspareunie, où la douleur n'est qu'une pièce du puzzle. Étape 2. Définir l'objectif prioritaire de la semaine. Objectif 1. Réduire la menace perçue, la peur, l'hypervigilance. Objectif 2. Restaurer relâchement et variabilité, respiration, mobilité, relâchement guidé. Objectif 3. Améliorer une fonction mesurable, fréquence des crises, gêne, qualité de vie, efficacité de la défécation. Étape 3. Choisir un outil principal et un outil secondaire. Outil principal. Biofeedback. Si dysynergie, relâchement et contrôle moteur. Si syndrome de l'élévateur, stratégie hygiéno-diététique encadrée si constipation avec douleur. Outil secondaire. Neuromodulation quand l'algorithme le justifie. Ou avis spécialisé, gastroprocto, urologie, douleur. La clé. Ne pas tout faire. La douleur pelvienne se nourrit de surcharge et d'échecs. Un plan simple sur 2 à 4 semaines vaut mieux qu'un plan complet non suivi. Zoom clinique, dysynergie, hypersensibilité et douleur. Pas qu'une douleur. Première idée, la dysynergie défécatoire. Ce n'est pas juste constipation. C'est l'association de symptômes de défécation difficile et d'une preuve objective de dysynergie. En pratique, quand une personne décrit des poussées inefficaces, une sensation de blocage, des manœuvres digitales ou un évitement de la selle parce que ça fait trop mal, il faut envisager un cercle vicieux. La douleur entretient un schéma moteur paradoxal et ce schéma entretient la douleur. Message pragmatique, le biofeedback a une place centrale dans la dysynergie. Deuxième idée, les troubles sensitifs rectaux. L'hypersensibilité rectale peut transformer un signal banal en douleur, urgence ou inconfort majeur. A l'inverse, l'hyposensibilité peut masquer le besoin, conduire à rétention, distension, puis douleur secondaire. L'article rappelle que la définition associe symptômes et seuils anormaux à la distension au ballon et évoque le biofeedback sensoriel comme outil possible. Traduction pluriprofessionnelle. Avant de conclure à une douleur inexplicable, on gagne à vérifier si le problème est surtout un problème de coordination, de perception, ou les deux. Cela évite errance, examens répétés et escalades inutiles. Pour la pratique, électrostimulation périnéale.
Pérez et collègues. Étude pilote dans Biomedical Physics and Engineering Express. Ils comparent une électrode externe type stylo, mobile, à des électrodes patch standard, chez des volontaires asymptomatiques. 28 participantes et participants. 14 par groupe, 12 séances. Même paramètre. Critère principal, pression vaginale maximale au périnéomètre après 12 séances. Résultat, gain plus élevé avec l'électrode stylo qu'avec les patchs. Ce qu'on peut en faire sans surinterpréter. Ce n'est pas une preuve d'efficacité sur douleur, fuite, urgence ou qualité de vie. L'idée est surtout intéressante quand l'intracavitaire est contre-indiqué ou quand on cherche un ciblage externe précis. Et prudence. Dans les tableaux hypertoniques douloureux, une stimulation mal dosée peut aggraver. Pour la pratique, échographie et hiatus urogénital. Casado et collègues. European Journal of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Biology. Étude rétrospective sur 123 femmes. Objectif. Reproductibilité de la mesure échographique de la surface du hiatus urogénital, puis facteurs associés à l'élargissement pendant Valsalva. Résultat. Reproductibilité interobservateur correcte et 2 facteurs associés à la taille du hiatus. Surface hiatale du levator et stade de prolapsus. Même si la douleur n'est pas au premier plan, message méthode. Quand on veut suivre pesanteur et gêne, parfois douloureuse, il faut des marqueurs fiables. L'imagerie doit éclairer la clinique, pas la remplacer. À surveiller, prédire les dysfonctions postpartum par nomogramme échographique. Zhang et collègues, Abdominal Radiology. Le titre annonce un nomogramme échographique pour prédire dysfonction postpartum, notamment incontinence d'effort et cystocèle. Dans ton fichier, l'abstract est manquant, donc impossible de juger population, méthode, performance et transférabilité. Mais le sujet est stratégique. Un modèle prédictif fiable pourrait mieux cibler dépistage et intensité de rééducation, et prévenir des douleurs secondaires liées aux compensations postpartum. Brève une. Accès aux soins et population trans. Corté Amador et collègues, European Journal of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Biology. Enquête transversale. Peu connaissent le rôle de la kinésithérapie pelvienne après chirurgie. Et peu consultent. Message pratique, c'est un problème d'information et d'accès. Le premier geste est éducatif. Bref 2. Mesurer pour mieux communiquer. La mesure échographique reproductible facilite la coordination entre échographistes, cliniciens et rééducateurs, même si douleur et imagerie ne corrèlent pas toujours. Bref 3. Innovation, mais prudence. Un signal physiologique chez volontaires sains ne suffit pas à changer les pratiques. On attend des études cliniques sur douleur, symptômes et qualité de vie. Insolite. Rien d'assez solide cette semaine pour créer 2 insolites, sans forcer. Conclusion. Ce que tu peux appliquer dès demain. 1. Sur la douleur anorectale, distingue douleur brève versus douleur prolongée. 2. Si douleur et dysfonction se mêlent, pense fonction et test gradué, pas douleur isolée. 3. Imagerie et mesures aident, si elles servent le patient et la coordination. 4. Les outils de stimulation existent, mais la décision doit rester guidée par l'objectif clinique et la tolérance. Merci pour votre écoute. Vérifiez toujours les détails dans les articles originaux. Retrouvez les références en description.